Bonjour Philippe, Bonjour. bienvenue sur Expédition Tech. Eh bien, merci de me recevoir. Bon, on a un petit peu parlé, j'aime bien dire un peu ce qu'on se raconte en amont des épisodes, on a un peu parlé, on est tous les deux un peu geeks et on a parlé de l'univers Star Wars. J'ai envie d'introduire avec un autre univers, mais qui est pas si différent que ça, pour un peu expliquer, avant qu'on rentre dans le détail de ce qu'est l'entreprise que tu as fondée, cofondée, Érudit, avant qu'on rentre là-dessus. Explique-moi, je t'ai entendu faire une métaphore, une comparaison entre Iron Man et son armure, et puis le futur potentiel d'érudit pour des gens comme moi je suis pas un super-héros, spoiler alerte. Concrètement, qu'est-ce que fait Érudit et c'est quoi la comparaison avec Iron Man? Alors, en fait, ce qui me guide depuis longtemps, on a parlé aussi de Star Wars et cet univers où les robots parlent aux humains. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est à travers Iron Man, on a Tony Stark qui est dans une armure, en fait. On commence à voir des exosquelettes arriver. Et cette armure, en fait, c'est un peu comme un autre soi. C'est-à-dire qu'il va discuter avec l'armure va lui parler de façon Humaine. très humaine, voilà, c'est ça, exactement, très humaine, et va en même temps aller chercher des informations à l'extérieur qu'elle va concaténer, arranger, présenter à Tony Stark. Et cette communication entre l'humain qui est Tony Stark et la machine qui est Jarvis dans les films, c'est un peu ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que demain, on va être de plus en plus entouré par des milliers d'objets connectés, des robots, des machines intelligentes, mais ces machines vont devoir s'adapter à nous plutôt que nous s'adapter à elles. Voilà. Alors, j'ai plein de questions qui me viennent, mais je les garde pour après. Moi, ce qui m'intéresse, Érudit a commencé à travailler sur cette société-là en 2013, donc il y a quasiment 8 ans aujourd'hui. Raconte-moi un peu comment est-ce que tu arrives sur ce sujet de la reconnaissance vocale. Je sais que ça va plus loin et on va aller plus loin après, mais c'est pas quand même commun d'arriver sur un sujet comme ça. Je sais qu'il y a eu quelques, je dirais, expériences passées, notamment en 2002, où tu commençais déjà un peu à travailler sur ces sujets-là. Il y a eu des chatbots ensuite. Raconte-moi un petit peu comment t'en es venu à créer Érudit. Alors, en fait, depuis toujours, je suis passionné par, alors on va dire pas par la science-fiction, mais par la communication. Et la science-fiction nous a permis de nous projeter sur d'autres interfaces, d'autres moyens d'interagir. Il y a eu des grands écrivains qui ont documenté tous ces moyens, en fait, toutes ces interactions. Il y a eu des films qui nous ont fait rêver, qui font rêver des dizaines de générations aujourd'hui. En fait, l'idée principale, elle m'est venue. Je travaillais chez un éditeur de logiciels en gestion de documents. Et on parlait beaucoup de documents numériques, pas encore de digitalisation. Là, on est en quelle année à peu près, juste pour Alors situer un là, petit on est peu. au début des années 2000. Donc, ok. Voilà. On est au début des années 2000. Alors j'ai fait un premier projet avant, mais ça sera un autre sujet, je pense. Un éditeur me dit, écoute, viens travailler chez moi, c'est génial ce que tu fais, viens faire ça chez moi. Donc je commence à m'occuper d'un logiciel de gestion de documents, et très vite je m'aperçois que malgré les efforts pour essayer de faire quelque chose de très axé sur le métier, les gens, enfin les utilisateurs finaux, continuent à prendre leur téléphone pour demander où se trouvent les informations. Et en 2003, 2004, voilà, plusieurs mises en place dans des hôpitaux, des gens qui ont vraiment besoin d'informations en fait, des gens qui se servent de ces informations pour faire leur métier et qui ne trouvent pas l'information. Parce qu'il y a 40 versions, parce que les documents sont mal rangés dans les répertoires numériques. Et je suppose, je te coupe, à l'époque, on n'est pas du tout sur la reconnaissance vocale, c'est plutôt de la gestion, de la fonction de recherche, des requêtes. On avait Dragon qui s'installait, qui permettait de faire un peu de dictée vocale, mais on était loin d'imaginer ce qu'on fait aujourd'hui. Et très vite, je me suis dit, mais c'est quand même dingue que les moteurs de recherche aujourd'hui ne permettent pas à un utilisateur de parler de façon naturelle. C'est-à-dire comme, voilà, je prends mon téléphone, j'appelle ma collègue, et je lui dis, tu sais où il est le document qui parle de ça et de ça? Voilà. Et très vite, en 2005, je me suis dit, il faut que je réfléchisse à ça, à comment on va pouvoir faire ça. Et en 2005, fin 2005, je crée une première société qui s'appelle Ardrasoft. Et j'essaye d'imaginer comment on peut créer des applications qu'on peut assembler rapidement, des composants logiciels. On ne parlait pas d'API à l'époque, on ne parlait pas de tout ça. Et je me dis,
pourquoi on ne pourrait pas assembler plusieurs composants ensemble? On avait le Web 2.0 qui arrivait, on avait toute cette population qui commençait à créer des contenus. Et j'ai proposé à Jean-Paul Delevoye, qui était à l'époque maire de sa commune, mais aussi médiateur de la République. Je lui ai dit, voilà, ce qui serait intéressant, c'est de créer une espèce de répertoire en fait virtuel, de créer un peu la mémoire numérique de votre ville, et de pouvoir accéder à cette mémoire, mais aussi aux informations de votre commune, par un système très simplifié, qu'on appelait à l'époque chatbot, mais qu'on appelle toujours chatbot, et on pourrait même le faire par la voix. Et 2005 en plus, moi les chatbots, j'en ai entendu parler avec l'arrivée des réseaux sociaux en 2008. Alors l'arrivée des réseaux sociaux tels qu'on les connaît aujourd'hui, oui. Ça date pas de 2008 les réseaux sociaux, mais donc déjà à l'époque c'est quand même un peu avant-gardiste de penser sur un usage en plus mairie, d'avoir un chatbot, tout à fait. Alors que globalement Internet en 2005... c'était pas aussi performant qu'aujourd'hui, quoi. C'est ça. En fait, on commençait à voir les premiers protocoles de messagerie instantanée. Et à partir de ce moment-là, en fait, il y avait Jabber, le protocole de Google, et il y avait aussi Microsoft qui avait le sien. Et donc, on s'est dit, avec une société avec laquelle j'avais travaillé, on s'est dit, mais pourquoi pas faire un truc un peu génial qui allie à la fois la base documentaire et un outil qui permet de rechercher des informations. Et le premier projet, ça a été le médiateur de la République virtuelle. On a réussi en fait à faire un système très simple qui permettait à des gens qui ne pouvaient pas avoir accès par téléphone à la médiature de pouvoir quand même saisir le médiateur. Et on avait un système relativement, enfin ce qu'on appelle simple aujourd'hui, mais qui était un peu complexe à l'époque, de détection de mots-clés et d'arbres de décision. Donc là, on est à l'oral, on n'est pas sur le chatbot écrit. On était encore à l'écrit. D'accord. Mais par contre, l'idée, c'était de passer très vite à l'oral. Et 2 ans après, au vu du succès en fait rencontré par ce médiateur de la République virtuelle, Jean-Paul Delevoye m'a dit « Ok, on va faire une mairie virtuelle ». Et donc, il a fallu beaucoup travailler parce que, en fait, faire un chatbot sur un univers relativement simple, très monolithique, ça va. Mais faire un chatbot sur l'administration française, je peux dire que ça a été un peu compliqué. On a fait quelque chose qui marchait bien, qui allait chercher des documents. Et d'ailleurs, il y a toujours une vidéo sur YouTube, si vous voulez aller voir, si vous tapez Maire virtuelle sur YouTube, vous allez voir une vidéo sortie en 2011. Voilà, donc 2011, date de rappel, c'est la date de Siri. Siri est sortie en 2011. Effectivement. Voilà. Donc on arrivait à faire énormément de choses en fait. Alors bien sûr, à l'époque, les moteurs de reconnaissance de la parole il n'y en avait pas beaucoup sur le marché. Nous, on utilisait le moteur de nuance à l'époque, qui commençait tout juste à faire du web, à être accessible à distance et plus installé sur l'ordinateur. Et on avait des résultats assez sympas. Problématique, c'est que l'approche mot-clé, pour nous, elle était un peu complexe parce que l'environnement même de la collectivité, en fait, de la mairie, fait que des mots étaient utilisés dans plusieurs processus. Et c'est un exemple que je cite tout le temps, c'est si je dis je cherche une place pour crècher ce soir et je cherche une place en crèche pour mes enfants. Comme on est sur la détection de mots-clés, souvent en fait le système ne sait pas en fait contextualiser. Donc on s'est rendu compte qu'avec cette techno en fait on n'arriverait pas à ce qu'on voulait. On n'arriverait pas en fait à résoudre les problématiques complexes. Et à ce moment-là, en 2013, j'ai tout jeté à la poubelle et on a recommencé d'une page blanche. D'accord. Et donc c'est là où arrive Érudit. Et d'abord c'est là tout seul. Exactement. Antoine, qui est un des cofondateurs aujourd'hui, te rejoint rapidement. Antoine, qui faisait partie de la boîte avec qui j'avais commencé à travailler sur le sujet et qui est venu me rejoindre. Et pendant 1 an et demi, on a écrit les specs de ce qu'on voulait. On voulait... en fait, on s'était rendu compte que l'information, elle est multifacette. C'est-à-dire que plutôt que de la dupliquer, on doit la rendre unique et lui donner en fait un point de vue différent, qu'on soit administratif, juridique, commercial dans une société, dans une mairie, qu'on soit agent administratif, qu'on soit cantonnier, qu'on soit juriste. L'information, elle doit être unique et on doit pouvoir, par un chemin mental, y arriver. Et donc pour ça, en fait, on a commencé à s'intéresser à ce qu'étaient les ontologies.
D'ailleurs, sujet intéressant avec qui on a parlé sur la saison 1 d'Expédition Tech. Donc, tu sors de la logique mots-clés, où tu te dis, en fait, OK, les mots-clés, c'est cool, mais ça ne te permet pas d'avoir des cas d'usage qui sont un peu plus complexes, un peu plus poussés que le scénario de base, où tu cherches une information qui est très classique et unique. Et là, tu te dis, OK, l'ontologie, peut-être, rappelle-nous en une ou deux phrases, qu'est-ce que ça veut dire globalement? Alors, une ontologie, c'est un mot qui est ancien, c'est une approche assez ancienne de la philosophie qui va essayer de décrire, en fait, comment les choses se passent dans la vie, par exemple, la vie d'un homme, avec ses adhérences par rapport aux autres humains, au système, le processus de naissance, comment on interfère avec les objets, les animaux. Voilà. On décrit tout ça, en fait. Dans une ontologie, on n'est pas sur un système, on va dire, hiérarchique, comme on l'a dans une base de données parents-enfants. On est vraiment sur la description de modèles et sur le verbage, en fait, des actions qu'on peut avoir entre ces différents éléments. Donc c'est un exercice assez complexe. Alors il y avait quelques solutions qui permettaient de faire des ontologies, mais on était plutôt sur un mode descriptif. On avait du mal en fait à faire le lien entre ça et des process et des actions et des logiciels. Donc nous ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est inspiré de l'état de l'art en ontologie et on a développé notre propre système. Donc on est aujourd'hui sur ce qu'on appelle des ontologies augmentées. On a un processus mental pour créer des ontologies et pour permettre à la machine d'avoir un raisonnement un peu comme un humain. Voilà. C'est-à-dire d'apprendre elle-même Alors, elle n'apprend pas elle-même, elle apprend ce qu'on va lui apporter. D'accord. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la machine n'est pas suffisamment intelligente pour décider ce qui est bien ou pas bien à mettre dans un process où elle ne sait pas ce que c'est que le bien et le mal. Voilà. Et c'est bien la limite aujourd'hui de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est que la machine n'a pas de conscience. Même si on tend à faire des travaux pour lui en apporter, aujourd'hui, ce ne sont que des datas et des humains qui décident de comment la machine va fonctionner en fonction des cas. Voilà. Pour revenir un peu sur le cas d'usage et sur, en gros, c'est quoi les problématiques que vous soulevez en 2013-2015 ? Je comprends qu'effectivement, il y a ce sujet de mots-clés où vous dites, vous réduisez un peu le champ d'action, mais il y avait des besoins qui étaient identifiés déjà par des entreprises à l'époque où vous avez anticiper un futur besoin qui allait arriver en bossant un peu sur la recherche, où déjà dès le démarrage, en fait, vous aviez identifié qu'effectivement, il y avait un trou dans la raquette, qu'il y avait des pain points du côté des entreprises. Comment est-ce que ça s'est un peu articulé tout ça ? Alors, c'est parti aussi de mon expérience dans la gestion de documents, où on s'apercevait que malgré des outils extrêmement coûteux, malgré des process très longs, malgré une mise en place avec des utilisateurs finaux, on retombait sur des systèmes où les gens ne retrouvaient pas les documents. Donc il y avait un trou dans la raquette, en effet, sur la manière dont un humain qui n'est pas conscience en fait d'un environnement ou d'un métier puisse accéder à une information. Et donc l'idée c'était de se dire comment on va pouvoir simplifier cet accès à l'information pour un humain. Et on est sur un monde où l'information est exponentielle. On en a de plus en plus à gérer. Elle est de multiples formes, de multiples sources. Et un cerveau humain ne peut faire que ce pourquoi il est fait. On a parlé tout à l'heure de surcharge cognitive, mais on le voit beaucoup dans les métiers aujourd'hui. Plus on en a d'infos, plus c'est complexe à gérer et plus on fait d'erreurs. Donc l'idée, c'est de pouvoir faciliter cet accès à l'information pour des humains, dans un cadre métier qui peut être complexe ou qui se complexifie. Voilà. Alors, on parle de reconnaissance vocale, c'est-à-dire de parler, de faire une action, de demander à un objet, à une machine, etc., une information ou récupérer une information. Quand j'ai entendu parler d'érudits, je me suis dit, OK, reconnaissance vocale, oui, c'est pas nouveau. J'en ai dans mon téléphone, j'en ai chez moi avec des Google Home, des Alexa, pour ne citer que. Concrètement, je veux dire, ça existe déjà. C'est des géants américains qui sont derrière ça. Je le titille exprès. Concrètement, c'est quoi les limites de ces outils de reconnaissance vocale, notamment dans un usage plutôt consumer, dans un usage grand public comme toi et moi ? C'est quoi les limites ? Parce que je parle à ma machine, je lui demande quelle météo il fait et si je peux avoir Netflix directement sur ma télé. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que tous ces géants de l'Internet ont vraiment évangélisé le marché.
Parce que je peux dire qu'en 2014-2015, quand je disais qu'on allait coupler un moteur sémantique avec un moteur de reconnaissance de la parole, les gens me regardaient avec des grands yeux en disant « mais non, c'est pas possible ». Et ce qui a fait le buzz, en fait, c'est Amazon au CES. Alors je crois que c'était en 2016, voilà. Il y avait une séquence très rigolote de deux comment dire, Écossais dans un ascenseur qui essayaient de monter un étage particulier dans un immeuble, et avec un accent à couper au couteau, en fait, ils n'arrivaient pas à dire à Alexa d'aller au bon étage. Donc c'est une vidéo qui a fait beaucoup de buzz à l'époque. Et en fait, voilà, la limite aujourd'hui, la limite, elle est plutôt en 3 points pour moi. Par rapport aux assistants vocaux, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé de s'accoutumer aux assistants, c'est-à-dire que tu as obligé d'apprendre un vocabulaire spécifique, de te machiniser. J'ai beaucoup aimé ce que m'avait dit Chana tout à l'heure, mais on se machinise, c'est-à-dire que tu vas être obligé d'apprendre des mots-clés pour communiquer avec des objets, donc tu vas sortir de ton contexte humain. Et ce que tu veux dire, c'est que dans un cas comme un assistant vocal, on s'adapte à l'assistant. Tout à fait. Plutôt que l'assistant qui s'adapte à notre manière de parler, notre manière notre intonation, etc. C'est exactement ça. Après, il faut savoir que la commande vocale, puisque c'est ce que tu fais, c'est pas du dialogue. C'est-à-dire que tu vas en fait un peu tu vas te déshumaniser un petit peu, parce que tu vas essayer de communiquer avec des objets qui vont être autour de toi, voilà, qui vont être ton quotidien, et en fait tu vas parler tout le temps au robot, voilà. Donc, alors que c'est beaucoup plus simple de ne pas réfléchir à des mots-clés pour parler avec des objets et s'exprimer en langage naturel. Voilà. Et troisième chose, c'est que dans la chaîne de traitement, il y a la reconnaissance de la parole, mais il y a aussi le traitement sémantique, l'interprétation, la contextualisation. Et dans les systèmes actuels, aujourd'hui, les phrases sont extrêmement courtes, et c'est pas parce que tu fais une très bonne transcription que tu comprends ce que les gens disent. Voilà. Donc c'est les 3 en fait facteurs clés qui aujourd'hui font que il y a beaucoup de... Moi je rencontre beaucoup d'industriels aujourd'hui, beaucoup d'entreprises qui ont fait des tests avec des assistants vocaux, qui font de la commande vocale, et le sentiment est assez mitigé en fait sur l'apport en fait de ces nouvelles interfaces dans les traitements humains. Et quand on arrive et qu'on leur montre ce qu'on fait, et là, il y a un petit sourire. Il y a un petit sourire qui se fait. Et c'est possible ? Oui, c'est possible. Voilà. Je crois que tu as vu une vidéo. On en reparlera après, mais. Eh ben, parlons-en même maintenant. Effectivement, moi, j'aime bien, en tant que néophyte, j'aime bien vulgariser un petit peu ce que font mes invités. Prenons 3 cas d'usage. Il y en a plein d'autres que vous abordez, mais il y en avait 3. Je fais ma petite sélection en amont. Le premier cas d'usage, on va reparler de ce système industriel, etc. Il y a quand même un premier cas d'usage. Moi qui suis un grand enfant, et je sais que vous travaillez sur le Rafale du futur, le prochain avion de chasse français, voire monde. Et vous travaillez notamment sur tout l'aspect reconnaissance vocale, dialogue dans le cockpit, etc. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu concrètement à quoi ça ressemblera demain, en tout cas dans la limite de ce que tu peux nous raconter ? Je sais que c'est un sujet sensible, mais je voulais l'aborder parce que c'est pas tous les jours qu'on bosse sur des projets militaires aussi sympas que ça, quoi. Oui, alors on a eu la grande chance d'être sélectionné par la DGA, par Naval Group, on travaille aussi pour Naval, ma langue à fourcher, mais par Dassault Aviation et par Thales, pour essayer d'imaginer comment un pilote qui aujourd'hui a une surcharge cognitive très très importante dans son cockpit, va pouvoir utiliser la voix pour accéder à certaines fonctions, qui peuvent être des fonctions qui deviennent lourdes de conséquences quand on est à la fois pilote et à la fois stratège. Aujourd'hui, on a de la manipulation de radio qui se fait encore manuellement, on a des demandes qui sont sur un écran, on a des calculs qui se font sur le genou. Sur le calepin, voilà, sur le calepin. La cuisse, ouais. Et en fait... la voix ne va pas être l'unique interface. La voix va juste en fait permettre à un pilote, dans une situation où beaucoup de choses se passent, où il a de plus en plus d'informations, de pouvoir en fait interférer et interagir avec des objets, c'est-à-dire des objets en fait présents dans son environnement, par la voix. Très simplement, comme si en fait il parlait à un copilote. L'idée, c'est de presque le faire à un copilote 4.0, voilà, alors qu'il va être tout seul.
Voilà, je vois derrière toi, il y a des deux R2, mais l'idée, c'est un peu ça. C'est Luc et des deux en train de communiquer. Des deux fait des choses et Luc, Oui, c'est vrai voilà. effectivement, on est dans Et on se projette un petit peu là-dessus. Et je vais juste faire une analogie on travaille aussi avec Naval. Et Naval, son idée, c'est l'enterprise avec le poste de pilotage, le central d'opération. Et c'est de pouvoir avoir une voix avec qui on va pouvoir discuter. Voilà. L'idée, c'est ça. C'est que non seulement c'est un assistant vocal, mais il embarque les logiques métiers. Il embarque la compréhension complexe de ce que c'est qu'un avion, de ce que c'est qu'une situation tactique, la manipulation de la radio. Et le pilote, en fait, n'a pas à retenir ou à se dire « Tiens, comment je vais pouvoir lui parler ?» Je vais juste demander, en fait, des actions, même plusieurs simultanées s'il faut. Hein, pas besoin de dire « Fais ci, puis fais ça, fais ça ». Il va pouvoir dire « Fais ci, ça, ça et ça ». Voilà. Donc l'idée, c'est d'être vraiment dans la fluidification et dans la simplification des interfaces. Alors, en t'écoutant parler, ça me donne une autre question. Je me dis, tu me disais que l'idée, c'est que tu puisses aussi t'adapter aux spécificités métiers, à la technicité d'un langage, etc. Du coup, ce que je me dis, c'est que, en fait, à chaque nouveau cas d'usage, tu redémarres de zéro parce qu'il faut apprendre un nouveau vocabulaire à la machine, une nouvelle manière d'interagir. Tu vois, je me doute, alors j'ai jamais été pilote de chasse, mais à mon avis, le langage et les discussions sont très codifiés. Si tu vas sur moi avec ma télé, c'est un autre langage que j'utilise, par exemple, tu vois, demain. Du coup, à chaque nouveau cas d'usage, tu dois refaire l'opération et tu dois redémarrer de zéro quasiment un apprentissage du langage pour la machine. Alors, au début, c'est ce qu'on fait. Bien sûr. En fait, il faut vraiment considérer que c'est un peu comme de l'horlogerie suisse. C'est-à-dire qu'on fait vraiment des choses dédiées à un environnement métier de façon à être précis. Voilà. Parce que quand on veut être avec un assistant vocal ou un assistant numérique, ce qu'on lui demande, c'est d'être précis. On ne lui demande pas de nous dire j'hésite entre ça, ça, ça et ça. Ce qu'on veut, c'est que ça aille vite et que ça nous rende service. Donc, on passe peut-être un petit peu de temps en amont avec les métiers pour que la machine comprenne bien le contexte, mais c'est un effort indispensable pour gagner en efficacité et en exactitude dans les futures interactions. Voilà. Aujourd'hui, en fait, on travaille avec Dassault, mais nous, on ne connaît pas l'avion, on ne connaît pas le métier. Mais on a réussi à retranscrire ceci. Alors bien sûr, les systèmes sont perfectibles. Hein. Et dans le futur, on travaille sur comment on va pouvoir faire évoluer ça dynamiquement. C'est-à-dire, demain, on a d'autres missions. Aujourd'hui, les Irakiens sont les méchants. Demain, ils seront peut-être les gentils. Comment on fait pour gérer ce côté dynamique d'une mission ? Et on a déjà des bonnes pistes, en fait, sur notre R&D là-dessus. Et ce côté évolution, c'est-à-dire, j'ai aujourd'hui un avion qui va devoir se poser sur un porte-avions. Comment je fais pour gérer, en fait, les deux univers de façon à ce que la machine comprenne que tout ceci. Donc, on travaille justement à ces grappes d'ontologie qui vont pouvoir communiquer entre elles. Voilà. J'aimerais te poser des questions, je sais qu'il y a beaucoup de choses confidentielles. Je suis déjà content d'avoir pu avoir quelques informations sur le futur Rafale. Il y a un sujet, tu m'en parlais tout à l'heure, effectivement, il y avait une démo qui a quelques années maintenant où tu fais la démonstration, je crois, avec une banque. Oui, tout à fait. On peut en parler. On a commencé à travailler avec Cofidis il y a quelques années. Cofidis, à l'époque, était plutôt sur un système on va appeler ça de QA, de questions-réponses, en fait, hein, avec des mots-clés à l'intérieur. Donc, une société française qui faisait ça. Et nous, on leur a dit, on peut mieux faire. Donc, on est passé de 200 questions comprises à 6500. Voilà. Et ce qui est assez dingue, c'est que on mettra les liens dans la description parce que je trouve ça intéressant, c'est que tu parles à ton téléphone comme tu es en train de me parler maintenant, avec des abréviations potentielles, parfois une mauvaise articulation, des tics de langage, des hésitations. Oui. En plus, ce qui est rigolo, c'est qu'on a fait la démo au CES à Las Vegas il y a 2 ans, avec le bruit, avec tout ce qu'il peut y avoir autour. Malheureusement, on n'a pas pu aller plus loin sur le projet pour différentes raisons, mais
Cette démo, on la fait toujours parce que ça étonne les gens. Ça étonne qu'on puisse parler à une machine de façon si naturelle, qu'on a intégré des systèmes de réponse et d'interaction qui soient en fait liés au vocabulaire commun, la manière dont les gens s'expriment dans la rue, sans pour autant rentrer dans quelque chose de très normé, très cadré. Et le fait aussi de pouvoir partir sur un scénario, de pouvoir sortir de ce scénario, d'emmener le bot en fait sur autre chose, sur d'autres sujets, et que lui revienne sur le sujet. Donc on a montré qu'on était capable de faire ça, qu'on était capable d'aller chercher des informations en temps réel sur le site pour calculer des choses. C'est un autre sujet, effectivement. S'il faut 3 semaines pour avoir l'information, il y a assez peu d'intérêt, effectivement. Et c'est vrai qu'on avait travaillé au départ, la première vision qu'on avait, c'était de vocaliser le formulaire web du site. Et en fait, on a proposé complètement autre chose, c'est une autre approche. C'est-à-dire qu'on a essayé d'humaniser un petit peu ce côté formulaire, qui est un peu embêtant, et en se projetant sur le futur en disant, les agents Cofidis humains travaille jusqu'à 21h, et qu'est-ce qui se passe entre 21h et 9h le matin ? Il y a des gens aussi qui ont des besoins, je vois une pub, un super voyage, j'ai envie de faire un crédit. C'était intéressant de se dire, mais comment je vais pouvoir amener la discussion entre un bot, en fait, qui est un robot, et un humain, de façon à ce que l'humain soit un petit peu dans l'empathie avec ce robot et vice-versa. Voilà. Un autre cas d'usage sur plutôt un cas industriel, effectivement dans les usines, alors pareil, j'ai jamais été dans une usine, quoique j'ai déjà été par exemple dans un centre de maintenance d'un acteur ferroviaire. Effectivement, il y a des machines partout, parfois il y a des machines qui tombent en panne et les opérateurs sont pas forcément responsables, on ne peut pas forcément intervenir directement. Il y a aussi un enjeu ou comment est-ce qu'on fait communiquer par exemple une machine avec un opérateur pour essayer de comprendre directement et de diagnostiquer beaucoup plus rapidement pourquoi est-ce qu'il y a cette panne-là, pourquoi la machine s'est arrêtée, etc. Ça aussi, c'est des projets sur lesquels vous travaillez de mémoire ? Tout à fait. Et on va même plus loin, c'est-à-dire que le contexte industriel implique une notion de main sale, une notion de devoir quitter son poste de travail pour aller noter, puisque on est en train de numériser, de digitaliser en fait beaucoup de choses dans les usines, les process, avec des outils de suivi, des ERP, des choses comme ça. Et la plupart du temps, en fait, l'opérateur est obligé de quitter son poste de travail pour aller décrire, ou alors va essayer de retenir pour aller après l'opération le faire. Là, imaginez, vous avez juste un micro avec vous, avec un tout petit casque, et puis vous faites une description de votre action. D'ailleurs, vous gardez vos mains, voilà, et vous décrivez, voilà, je suis en train de faire telle opération. Tiens, il faudrait penser à commander telle pièce pour pouvoir faire la maintenance dans 10 000 km. Voilà. L'idée, c'est que la voix va permettre à la fois de libérer l'opérateur, donc de lui permettre de retrouver une certaine liberté dans ses actions, de le dédouaner un petit peu de l'obligation d'aller faire de l'ordinateur, d'entrer dans des interfaces un peu complexes. Et ça va permettre aussi de garder une certaine traçabilité sur les actions tout en sécurisant en fait les données. Voilà. L'idée, elle est vraiment là. Et par contre, je suis face à une situation et je me dis, tiens, il me manque tel document, ou est-ce que tu peux montrer la procédure pour faire ça ? Je peux faire appel à des documents vidéo, voilà, à tout ça, sans pour autant aller naviguer dans des grosses bases documentaires. Ce qui d'ailleurs, on s'éloigne un peu du sujet, mais petite parenthèse, il y a aussi un enjeu sur globalement la formation des équipes, parce que tout à fait. Il y a plein d'équipes opérationnelles, notamment parce qu'on parle des usines, donc je rebondis là-dessus, qui ne sont pas forcément formées aux outils informatiques. Globalement, tout le monde sait parler et sait exprimer un besoin à l'oral. Et donc, tout le monde connaît son métier, à peu près. Voilà. Et en fait, comme on n'est pas sur du mot-clé, mais plutôt sur la contextualisation, c'est-à-dire qu'on va analyser une phrase même longue et on va essayer de déterminer, en fonction du métier, quelle est l'intention de la personne. Et à ce moment-là, interagir avec les systèmes pour apporter la réponse ou faire les actions. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que l'humain ne va pas devoir rentrer dans le protocole de la machine, mais va devoir rester dans son protocole métier. Voilà. Donc, il va être dans un environnement qu'il maîtrise. J'ai quand même l'impression, même quand on a pris les différents cas d'usage, etc., il y a un enjeu, il y a un usage aujourd'hui, il y a une cible plutôt B2B, industrielle, grande entreprise, etc. Pourtant, la techno, en vrai, elle pourrait fonctionner sur du B2C, sur des clients finaux comme toi et moi. Il y a un choix sur le fait de se focaliser exclusivement sur les sujets plutôt industriels ou pas ? Oui, il y a un vrai choix. Aujourd'hui, on est face à des acteurs qui sont ultra puissants sur le B2C.
que sont Google, que sont Amazon, que sont Microsoft. Sont des acteurs ultra puissants qui ont depuis une dizaine d'années créé des corpus énormes, créé des modèles énormes de langage. Il faut savoir que dans un moteur de reconnaissance de la parole, si on n'a pas de données, en fait, on ne peut pas faire de moteur. Et plus on a de données, plus on devient performant globalement. Exactement. En fait, ils ont des modèles très universels. Par contre, nous, on a l'avantage, avec quelques dizaines d'heures, de pouvoir faire un modèle complètement dédié pour un métier et avoir quelque chose d'ultra spécialisé qui fonctionne très très bien. Et on va pallier en fait aux faiblesses des moteurs qui ont du mal à prendre des mots spécifiques, des mots métiers, des acronymes. On va pallier en fait à cette faiblesse des moteurs, parce qu'ils ont quand même des faiblesses, et pouvoir apporter à nos clients des choses ultra dédiées et ultra performantes. Il y a une métrique aujourd'hui qui existe dans les moteurs de reconnaissance de la parole qui s'appelle le Word Error Rate. Donc c'est le taux d'erreur par mot reconnu. Aujourd'hui, on arrive à faire sur des événements aux environs de 3% de taux d'erreur, ce qui est un peu le taux d'erreur qu'on fait avec l'oreille humaine, donc dans différents environnements. Mais l'idée pour nous, c'est aussi de s'attaquer à des choses comme les régionalismes, les fautes les disfluences de langage, parce qu'on n'est pas tous capables de s'exprimer correctement. Il y a des gens qui bégayent, il y a des gens qui prononcent mal les mots, il y a des mots inventés aussi. Et donc on travaille aussi sur une nouvelle génération de moteurs de reconnaissance de la parole qui va être capable, alors là on parle vraiment d'état de l'art, qui va être capable, plutôt que de s'attaquer à ce qu'on appelle les phonèmes, de pouvoir reconstruire les mots d'après leurs lettres. Et donc là, même si le mot n'est pas connu, même si le phonème ne fait pas partie du dictionnaire acoustique, voilà, on va être capable quand même de reconstruire le mot, même si on ne le connaît pas. Voilà. Et ça, c'est une techno en fait sur laquelle nos docteurs travaillent. Parce qu'on est aussi une boîte de docteurs et de savants. Voilà. Et effectivement, ça tombe bien que tu me parles des Google, des Amazon, etc., qui effectivement prennent le marché grand public depuis des années. Et je voyais d'ailleurs un brevet d'Amazon récent sur Alexa qu'ils ont déposé sur comment est-ce que demain on va pouvoir comprendre les émotions. Par exemple, détecter des dépressions chez des personnes qui sont seules et qui parlent. Il y a déjà beaucoup de travaux là-dessus. Voilà. Vous, l'objectif, c'est du coup de rester, ce que je comprends, de rester quand même ultra spécialisé sur des secteurs un peu nichés, en tout cas très très spécifiques, là où vous êtes quasiment sûr que demain, un GAFA, un Google ou un Amazon privilégiera plutôt un marché grand public et ne viendra pas globalement sur vos plates-bandes, sur des marchés très industriels et spécifiques. Aujourd'hui, il y a des industriels, il y a des grandes marques qui font confiance aux GAFAM. Voilà. Après, les risques sont connus. Voilà. Je ne citerai pas l'exemple de Toys R Us et de Amazon, mais voilà, on sait que Toys R Us n'existe plus un peu aussi à cause de ça. Moi, je préviens souvent les gens par rapport à ça, par rapport à la territorialité, la sécurisation. Nous, aujourd'hui, tout ce qu'on fait est embarquable. C'est-à-dire qu'un client, voilà, qui travaille avec nous, est capable en fait d'intégrer toute notre technologie chez lui, sans connexion Internet. Voilà, c'est ce que j'allais dire, effectivement. Qu'est-ce que ça veut dire embarquable ? C'est que c'est pas relié globalement au réseau Internet. Exactement. Comme peut l'avoir un Google Home ou un Alexa aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est capable. Un univers fermé. On est capable, par exemple, on a fait une livraison d'un système complexe sur une tablette du marché, une tablette Surface. Là, on est capable aussi de faire des modèles sur des Raspberry Pi 3. Donc les anciennes générations, bien, sur des modèles un peu d'ancienne génération. Alors, c'est vrai qu'on a aussi cette chance qu'une grosse société française très connue il y a 2 ans ait été rachetée par un acteur américain. Et aujourd'hui, beaucoup d'industriels qui avaient commencé à faire des tests avec eux reviennent vers nous et nous disent, voilà, est-ce qu'il serait possible de faire un petit modèle comme ça ? Voilà. Donc on l'a fait. On l'a fait en 3 mois. On a délivré à plusieurs clients aujourd'hui. Donc on est capable à la fois de faire des petits modèles, voilà, pour des petits besoins, ce qu'on appelle la commande vocale, ça sur des environnements multiples et divers, mais on est capable aussi de faire quelque chose de beaucoup plus complexe, voilà, et de travailler avec des systèmes d'information, avec des logiciels de gestion de temps, voilà. On parlait d'un cas d'usage aussi par rapport aux ressources humaines. Voilà, on va directement voir dans les logiciels en fait quel est l'état des personnes. Voilà. Alors avant de passer aux dernières questions de notre échange, j'aimerais bien qu'on revienne rapidement sur aujourd'hui, tu l'as dit, il y a des docteurs, vous êtes une boîte quand même extrêmement R&D avec beaucoup de recherche
avec une vision plutôt long-termiste quand même. Il y a notamment 4 gros axes R&D que vous avez sur lesquels vous travaillez encore aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais me les détailler rapidement en me disant un petit peu concrètement c'est quoi les enjeux sur chacun de ces 4 axes? Alors, j'en ai déjà parlé un tout petit peu précédemment, mais on a défini 4 grands axes. Le premier, c'est la partie sémantique, c'est-à-dire comment aujourd'hui on va attaquer un nouveau métier. Et permettre en fait une création plus rapide des ontologies et de l'environnement sémantique. Donc on travaille aujourd'hui on a lancé 2 projets avec le Lauria à Nancy. Le Lauria, c'est le laboratoire en fait de Nancy spécialisé en sciences du langage. D'accord. Voilà. Donc des chercheurs qui connaissent leur métier, voilà, qui sont passionnés aussi comme nous. Et l'idée, c'est de se dire comment, en fait, on va arriver sur un métier, prendre de la documentation et pouvoir créer, from scratch, des ontologies. Le plus rapidement possible. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, on ne met pas beaucoup de temps, humainement, parce qu'on a défini une méthode très industrialisée, mais ça prend toujours du temps, et des ressources. Mais ça, on peut aller plus vite. Mais aussi, comment on va pouvoir intégrer et faire fonctionner ensemble plusieurs ontologies et comment on va pouvoir les faire évoluer. Donc ça, c'est quelque chose d'important dans la partie en fait sémantique. Et aussi quelque chose j'y reviendrai après, c'est sur la partie internationalisation. Voilà. Comment on va s'adapter à des langues étrangères. Alors le deuxième pan, c'est la partie du moteur de reconnaissance de la parole. On en a un petit peu parlé Voilà. Donc aujourd'hui, on est sur une approche ce qu'on appelle bout en bout. Avec un moteur aujourd'hui qui commence à avoir des performances très intéressantes. Et on n'arrive pas encore tout à fait à faire de ce qu'on appelle du streaming pour faire du quasi-temps réel, mais on n'en est pas très loin. Et on a un moteur qui est extrêmement performant en termes et qui peut battre en fait certains modèles classiques sur le taux de reconnaissance. Tu veux dire le taux de reconnaissance, pas le taux de retour de l'information? Non, le taux de reconnaissance. Après, c'est la compréhension. D'accord. Voilà. La compréhension est parce que vous avez une étape de transcription, qui est la partie ce qu'on appelle speech to text, et après la partie interprétation. Et donc la 4e partie, c'est la miniaturisation. Voilà. Parce qu'on est sur des systèmes qui doivent être de plus en plus frugaux. Il y a 4 ans, on faisait fonctionner ça sur des serveurs. Aujourd'hui, on fait fonctionner ça sur des petites machines. Voilà. Donc, on va tendre de plus en plus à consommer moins d'énergie, à pouvoir fonctionner sur des environnements de plus en plus petits, parce qu'on a d'autres applications qui vont se mettre. Vous avez une tablette Surface avec une tablette Android avec plein de logiciels dessus. Il ne faut pas qu'on vienne prendre toute la ressource à l'intérieur. Voilà. Donc on va travailler dessus. Et la 4e, c'est ce qui tient à cœur à ma directrice R&D, Mathilde, c'est ce qu'on appelle la multimodalité. On considère que... Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a une multimodalité, c'est un terme qu'on utilise un petit peu partout, qui est un peu galvaudé. Mais pour nous, ça a une signification bien précise. C'est qu'on va s'attaquer à d'autres facteurs humains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on traite la voix. Mais au-delà de la voix, on a beaucoup de communication non verbale. On a aussi beaucoup de choses qui sont des signes physiologiques qu'on va pouvoir utiliser pour que la machine nous comprenne mieux et qu'elle puisse, par exemple, adapter en fait sa réponse ou ses actions par rapport à un état émotionnel. Vous voyez, quelquefois, on est sur le stress, on est dans des tunnels, vous pouvez vous dire ce que vous voulez, le système, vous pouvez dire ce que vous voulez à la personne, elle ne sortira pas de ça. Donc, il y a peut-être possibilité de faire comprendre à la machine qu'on est dans un moment un peu critique, on est dans une phase où peut-être l'humain va avoir besoin d'assistance. Effectivement, voilà. Intéressant. Et donc, pour nous, en fait, il y a cette volonté d'apporter plus d'infos et de mieux les comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on comprend ce qui est dit par la voix. Mais dans la voix, il y a aussi la manière dont je m'exprime, la prosodie. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent s'exprimer par rapport à ça. Mais il y a aussi en fait toute la gestuelle. Voilà. Il y a la gestuelle, il y a le rythme cardiaque, le rythme respiratoire. Donc c'est des marqueurs forts en fait physiologiques qui peuvent donner des indices. Exactement. Voilà. Et peuvent faire influer la réponse ou la manière dont le système va répondre à l'humain. Voilà. Et donc ça, pour nous, c'est quelque chose d'important. Et si on veut qu'il y ait une espèce de bonne entente, en fait, d'empathie entre la machine et l'homme, tout en restant conscient qu'on vit dans 2 mondes séparés, il faut qu'on aille là-dessus. Voilà. C'est quoi l'ambition d'Érudit? Parce que, alors, tu me dis, tu termines juste avant en me disant, il faut quand même avoir conscience qu'on vit dans 2 mondes séparés, machine et homme. C'est quoi l'ambition? C'est de réunir et que du coup, on ait quand même ces 2 distinctions-là?
ou on est plus dans l'univers Asimov avec les règles des robots qui deviennent, qui ont une conscience et c'est quoi un peu l'ambition de demain Alors, c'est surtout pas d'aller là-dessus, parce que je pense que aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, je pense que la limite de la machine, c'est de ne pas savoir dire non. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je pourrais très bien partir du plateau et voilà, c'est quelque chose qui n'est pas du tout attendu dans le cadre d'une machine. La machine, vous allez lui donner des scénarios en fait, sur lesquels elle va faire des choix, mais en fonction de différents éléments. L'humain est capable de faire un peu n'importe quoi. Voilà. C'est cette liberté, cette folie qu'on a et je pense qu'il faut la conserver. Se dire que la machine va pouvoir nous remplacer ou réfléchir comme nous, moi, c'est quelque chose qui me fait un peu peur. Je pense que la machine est là pour nous aider à mieux faire les choses. C'est pour ça que j'aime bien la partie cobotique et non pas robotique. C'est-à-dire que comment la machine va aider l'homme à faire des tâches plus complexes. Qui sont... on dit souvent qu'on a très mal au dos quand on fait des métiers un petit peu dans la maintenance et tout ça. Si la machine, en fait, peut être pilotée par l'homme pour pouvoir effectuer des actions, par exemple se pencher sous des carlingues d'avion, soulever des pièces lourdes, des choses comme ça, et qu'elle puisse être pilotée par la voix, on va gagner énormément, c'est-à-dire parce qu'on va conserver aussi un tissu industriel fort. On va avoir des gens qui vont maintenir les robots, et on a les hommes qui vont continuer à avoir leur travail. Et je pense qu'on a plutôt intérêt à aller là-dessus plutôt que se dire on va travailler sur l'intelligence de la machine de façon à remplacer l'homme, avoir cette vision un petit peu négative en fait de ce que peut être l'intelligence artificielle. Dernière question, effectivement, la tech, pour faire de la tech, c'est cool, mais c'est pas motivant quand on bosse sur des projets qui sont là pour 10, 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Qu'est-ce qui te motive, toi, et qu'est-ce qui motive l'équipe dans ce sujet, tu vois, interaction homme-machine? Effectivement, tu m'as un peu parlé d'emploi. On se pose beaucoup de questions, tu vois, la tech, l'automatisation, rendre les choses plus autonomes. On se dit à quoi on va servir nous. Je comprends que vous, la position que vous avez, c'est que les robots, les machines sont des copilotes et sont des aides, mais on reste au centre globalement des interactions, des tâches, etc. Mais qu'est-ce qui vous motive au-delà de l'aspect technologique? Qu'est-ce qui, toi, te motive l'équipe à continuer sur ce projet-là? Alors, on est foncièrement humain. Donc, l'idée, c'est de se dire comment on va pouvoir imaginer un monde où, en fait, on va pouvoir faciliter la vie des gens. Voilà. Simplifier la vie. On est sur des objets de plus en plus complexes. On en a de plus en plus. Et les gens les personnes qui vont être face à ces machines pourraient être perdues. Et là, on créerait une vraie fracture numérique par rapport à ça. L'idée, c'est de leur permettre, en fait, de continuer à vivre les innovations. Voilà, de les rendre plus simples à utiliser et de pouvoir les adapter aussi à des modes de vie, parce qu'on sait aussi que le dialogue évolue. On ne parle pas aujourd'hui comme on parle il y a 20 ans, ni 30 ans. Donc tout ça, ça évolue, les mentalités évoluent et les modes de vie évoluent. On veut que ça aille vite et on n'a pas envie d'être largué en fait par tout ça. Donc notre volonté, c'est déjà ce qu'on fait, c'est de regrouper une équipe pluridisciplinaire. On a des gens qui réfléchissent, on a des gens qui viennent de la cognitique, on a des gens qui viennent des neurosciences, on a des gens qui viennent de l'informatique. Aujourd'hui, on n'est plus une boîte d'informatique. On est une boîte tech, mais pas une boîte d'informatique. On est une boîte qui essaye de faire travailler ensemble des gens qui ont des différents points de vue, différents, focus sur le futur. Et on essaye de faire converger, de faire quelque chose qui soit utile. Alors c'est vrai qu'on travaille beaucoup aujourd'hui pour le côté militaire, mais ce côté militaire va peut-être faciliter les choses. Par exemple, on a imaginé quelque chose pour les sapeurs-pompiers. Ils interviennent sur un accident. Aujourd'hui, on leur met des tablettes, on leur met des téléphones pour qu'ils puissent communiquer. Aujourd'hui, lui, il a besoin de ses mains pour sauver la personne, pour faire des opérations, pour injecter des choses, pour faire des massages cardiaques. Et si tout ceci peut déjà l'indiquer par la voix pour que ce soit transmis, on va pouvoir sauver des vies. En fait, par l'intermédiaire de ça. L'impact est quand même motivant. L'impact est motivant. Et c'est ça, en fait, c'est mesurer à quel point faciliter l'interaction avec des systèmes numériques qui nous aident au quotidien, simplifier cette interaction va pouvoir
nous apporter comment dire, des facilitations dans la vie de tous les jours, et va permettre de simplifier notre rapport en fait avec les objets et avec l'univers numérique. Écoute Philippe, c'était passionnant. J'espère un jour avoir ma propre armure augmentée moi aussi. En tout cas, merci beaucoup pour cette Alors ce belle que je ne découverte. t'espère pas, c'est d'avoir un intervieweur virtuel. Écoute, j'espère pas non plus. Non, effectivement. mais parce que rien ne vaut en fait ces échanges humains. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup Philippe. Je te souhaite une belle expédition à toi et puis à toute l'équipe d'Érudits. Et je te dis à très vite. Ok, à très vite. Salut. Merci.